La période 3, ce sont des systèmes d'observation dans les classes. Dans les années 60, on a eu, je dirais, une prolifération de systèmes d'observation dans les classes. Ce qui est intéressant, c'est que, comparativement aux périodes 1 et 2, au début des années 60, on a commencé à aller dans la classe. Jusqu'auparavant, on n'était pas allé dans les classes pour voir comment les enseignants enseignaient. C'est quand même curieux, mais c'était comme ça. Donc, mais là, au début des années 60, on est allé voir dans les classes et on est allé observer comment les enseignants enseignaient. On s'est construit toute une série de grilles d'observation. Il y a eu une prolifération. Je pense qu'il y en avait, on a fait une sorte d'anthologie des grilles d'observation dans les classes. Il y en avait quelque chose comme 75 qui sont apparus dans ces années-là. Ce sont les années de ma formation initiale. Et je me souviens que nous étions allés, à l'aide d'une grille d'observation de Flanders à l'époque, qui comportait un certain nombre d'items, et on allait en stage d'enseignement et on s'observait mutuellement, et on avait notre petite grille et on cochait le nombre de questions que un avait posées, le nombre de fois qu'il a été fait des interventions pour maintenir la discipline, et ainsi de suite. Bon, on faisait ça, on quantifiait cela, mais on ne savait pas quoi faire avec. C'est-à-dire, au fond, on avait des données d'observation sur ce qui se passait dans les classes, mais on ne savait pas, est-ce que j'ai trop posé de questions ou j'en ai pas posé assez? Au fond, je sais que j'en ai posé. Bon, mais en réalité, on n'avait pas, je dirais, de critères à l'aune duquel on pouvait savoir si notre pratique était suffisante ou insuffisante, ou efficace ou déficiente. Alors, les systèmes d'observation dans les classes ont été intéressants, mais en réalité, ils ont connu leurs limites. Mais c'était un pas en avant, c'était un véritable pas en avant, et on continue à observer les pratiques d'enseignants dans les classes. Mais l'intérêt de ça, c'était d'entrer dans les classes. Alors, durant les années 60, en marge de ces systèmes d'observation-là, je dirais, les enjeux de la recherche n'étaient pas sur ce qui se passait dans les classes, au contraire. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure, les recherches de Piaget, ça se passait en dehors du contexte de la classe. Bourdieu et Coleman, les grands chercheurs américains, nous disaient, au fond, l'enseignant est une variable négligeable pour assurer la réussite scolaire des élèves. Ça se joue dans la famille. Ça se joue dans le milieu socio-économique, et l'enseignant peut avoir, c'est déjà déterminé d'avance, la réussite est déjà déterminée d'avance. À l'époque aussi, dans les années 60, bon, c'était l'époque des tensions avec les Américains, avec les Russes, les tensions entre les Américains et les Russes, c'était le péril rouge, je dirais, et là, on a commencé à se dire, ben, au fond, nos jeunes ne sont pas bons en sciences, on va faire des grandes réformes du curriculum, et là, c'était des grands... On s'est dit, on va améliorer l'éducation en améliorant le curriculum. C'était ça. On va améliorer l'apprentissage, on a des meilleurs curriculums. Donc, il y a eu des grandes réformes, des réformes là, importantes qui ont donné lieu à des recherches sur la chimie, le chem study, c'était ça. En physique, il y a eu aussi des réformes de programme, en sciences sociales aussi. Et l'idée était que les jeunes apprennent comme les professionnels de ces disciplines-là travaillaient. Alors, on a, dans les années 60, ce que j'appelle l'intermède des années 60, c'était de dire, au fond, et c'était la majeure partie des recherches étaient là, c'est-à-dire on était comme en dehors de la classe. Mais ce qui s'est passé au cours des années 70 a été un peu différent. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, finalement, à milieu socio-économique équivalent, il y avait des élèves ou des enseignants qui réussissaient à faire apprendre les élèves mieux que d'autres. Donc, dans des milieux, par exemple, défavorisés, il y a des enseignants qui réussissaient à faire apprendre des élèves davantage. Donc, à conditions semblables, il y avait quelque chose qui se passait qu'on pouvait appeler un effet enseignant. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre conscience que l'enseignant pouvait faire une différence, et les recherches qu'on appelle processus produits, c'est-à-dire les recherches où on met en relation les comportements des enseignants avec la performance scolaire des élèves, ont permis de montrer, d'isoler certaines stratégies
qui semblaient plus efficaces que d'autres pour faire apprendre les élèves. Et à la suite de ça, les recherches processus produits, c'était un type, mais il y a eu d'autres recherches qui ont suivi, d'inspiration cognitiviste, d'inspiration ethnométhodologique. On a parlé même de paradigm war, la guerre des paradigmes, bon, le qualitatif, le quantitatif. Bon, on fait toujours des petites guerres comme ça, là. Ça a été quand même un moment intéressant, une ouverture. Les recherches processus produits et ce qui s'est passé par la suite est intéressant parce qu'on commençait à observer les comportements des enseignants dans les classes et on se posait des questions aussi sur la réussite des élèves. La période 5, on peut appeler ça le mouvement de professionnalisation. C'est-à-dire qu'au milieu des années 80, il y a un rapport qui a été publié aux États-Unis et qui a suscité comme une grande commotion. C'est le rapport de A Nation at Risk. Ça tient en 15 pages, sauf que ça a été signé par des big names, si on peut dire, Rockefeller, des présidents de grandes corporations qui disaient, et là on n'était plus dans le péril rouge, mais on était dans le péril jaune, les Japonais nous dépassent d'un bout à l'autre sur le plan des sciences, des mathématiques, etc. Les Américains ont fini comme en queue de peloton. Donc, il faut réformer l'éducation. Et ce qu'on disait à l'époque, c'était si les élèves réussissent pas bien, c'est parce qu'on leur enseigne mal, et si on leur enseigne mal, c'est parce que les enseignants étaient mal formés. Bon. Alors, le groupe Holmes, qui était un regroupement de doyens des grandes facultés de recherche aux États-Unis, a écrit une série de rapports, 3 rapports, mais le premier a été plus important, dans lequel on disait, il y a une base de connaissances pour enseigner. Il disait, au fond, la recherche nous montre qu'il existe maintenant une base de savoir ou de savoir-faire, le savoir au sens, disons, général, une base de connaissances pour enseigner. Alors, il nous disait qu'il y aurait cette base de connaissances de savoir-là qui aurait été identifiée par la recherche durant les 2 dernières décennies, et cette base de connaissances-là, cette base de savoir-faire-là, constituerait le noyau dur du métier d'enseignant, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler sa professionnalité. Alors, pour mieux se représenter la nature de cette base de connaissances-là, utilisons la métaphore du réservoir de savoir. Et c'est pour ça que je dis, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, enseigner, c'est un métier de savoir au pluriel, c'est-à-dire que ça contient plusieurs savoirs. Alors, on avait illustré cela à l'époque, mais c'est sûr que donc, la représentation visuelle pourrait être plus moderne, là, mais bon. Et ce que je disais, c'est qu'au fond, l'idée de ça, c'est de tenter de représenter quels sont les savoirs qu'un enseignant peut mobiliser. Alors, si on va de gauche à droite, on dit, bon, il y a les savoirs disciplinaires, c'est-à-dire, évidemment, un enseignant enseigne un contenu, alors il y a toujours la matière enseignée. L'enseignant, la matière fait partie des savoirs, du réservoir de savoir de l'enseignant. La matière ou le contenu est transformé dans un programme. Alors, le programme, ce qu'on peut appeler le savoir curriculaire, est un autre type de savoir maîtrisé ou mobilisé par l'enseignant. Un enseignant aussi possède un certain nombre de savoirs qu'on peut appeler comme ça le savoir des sciences de l'éducation. C'est-à-dire, il peut connaître le système scolaire du Québec, il peut, par exemple, si on parle au Québec, il peut connaître il peut avoir des connaissances sur le développement de l'enfant, sur l'histoire de l'éducation. Il y a un certain nombre de savoirs comme ça qu'il peut connaître. Les 3 autres, si on va de savoir de la tradition pédagogique, savoir d'expérience et savoir d'action pédagogique, renvoient à ce qu'on peut appeler le savoir enseigner. Comment on fait pour enseigner? Alors, d'abord, les savoirs de la tradition pédagogique, c'est ce qu'on peut appeler la coutume. C'est-à-dire, je vous dirais, au fond, on enseigne comme on a vu enseigner. Et dans notre parcours scolaire, entre la première année et la fin du secondaire, je pense que c'est quelque chose comme 13 000 heures qu'on a vu sous nos yeux, d'enseignants se déployer sous nos yeux et d'enseigner. Et là, il y a une tradition pédagogique
qui existe, c'est-à-dire elle a commencé cette tradition-là, comme je vous disais, au 17e siècle, elle s'est perpétuée au 18e, au 19e, et même toute notre enfance, etc., notre parcours scolaire, on a vu plein de gens nous enseigner, et c'était relativement semblable, ça se transformait un petit peu, tranquillement, mais il y avait un pattern, il y a quand même un pattern qui se dégage. Donc la coutume est importante dans la constitution, je dirais, d'un tour de main pédagogique. Il y a aussi les savoirs d'expérience. Qu'est-ce que c'est le savoir d'expérience? Ben, j'ai appelé ça, entre parenthèses, la jurisprudence privée. C'est-à-dire, ce que l'enseignant apprend au gré des essais et des erreurs dans sa classe. Il commence à enseigner le jour 1, prend un certain nombre de décisions, il fait des erreurs, il fait des bons coups, et finalement, il retire et il conclut qu'il y a certaines stratégies qui sont payantes pour lui. Le savoir d'expérience a pour caractéristique d'être privé. C'est-à-dire qu'il n'est pas débattu dans l'espace public. C'est ce qu'on apprend soi-même avec soi-même, ou soi-même au contact de ses élèves, mais derrière les portes closes de la classe. Alors, ce savoir-là est important au sens où, bon, c'est comme ça qu'on apprend le métier ou à travailler, mais en même temps aussi, l'expérience contient des erreurs. On peut se tromper, on peut reproduire des erreurs d'enseignement, on peut penser qu'une stratégie fonctionne, et en réalité, elle peut avoir bien des effets pervers dont on ignore la nature et même l'importance. Alors, c'est pour ça que la dernière catégorie m'apparaît la catégorie importante et qui nous interpelle sur le plan de la recherche pédagogique, et j'appelle ça les savoirs d'action pédagogique, c'est-à-dire les savoirs qui ont été validés par la recherche, ou les stratégies d'enseignement, à la fois qui concernent la gestion des apprentissages ou la gestion de la classe, et qui permettent d'identifier des stratégies efficaces. Et c'est ça qui constituerait, que j'appelle la base de connaissances en enseignement, c'est-à-dire la jurisprudence publique validée, autrement dit, les savoirs d'action pédagogique. Donc, les savoirs d'action pédagogique, c'est les savoir-faire, disons, qui permettent de favoriser l'apprentissage et l'éducation des jeunes. Et quand c'est validé, c'est-à-dire qu'on a comparé l'efficacité de certaines stratégies avec d'autres stratégies, et on s'est rendu compte que certaines stratégies étaient plus efficaces que d'autres. Donc, les savoirs d'action pédagogique, c'est ça, ce que j'appelle la base de connaissances pour enseigner. Ça se construit, non pas, c'est pas formel ou c'est pas déductif, ça se construit à partir de l'analyse du travail de l'enseignant en classe, dans une classe standard, ordinaire, disons, et ça porte sur l'effet enseignant. C'est-à-dire qu'on cherche à identifier des savoir-faire démontrés efficaces pour instruire et éduquer les élèves.